Je suis en train d'écouter une émission sur France Culture ce matin. Il est 10h15 du 20 avril 2016, qui concerne les hôpitaux, l'image de la mort, l'image de la maladie, psychique ou physique. Et on nous dit dans cette émission qu'il y a des choses qui peuvent être vécues à l'hôpital et qui ne sont pas vécues en dehors de l'hôpital. Et plus exactement, il y a des situations qui sont plus ou moins bien vécues selon les lieux, selon les personnes. Et ça renvoie à ce que j'ai écrit ou dit récemment sur le plan de la sensorialité. Entendons par là que moi je distingue très clairement les chocs visuels et les chocs auditifs. Dans l'hôpital psychiatrique, nous sommes confrontés aux chocs auditifs avant tout. Les gens sont enfermés du fait des propos qu'ils tiennent. Même s'il peut y avoir une dimension visuelle quelque part, mais malgré tout, les propos sont déterminants, tandis que dans l'hôpital normal, je veux dire l'hôpital non pas psychiatrique, on n'est pas dans l'asile d'aliénés comme on disait autrefois, ou l'asile de fous, on parlait de mutilation, de maladies physiques, de dégradation physiologique, etc. Et là, nous sommes dans le domaine du visuel, de l'agression visuelle. Autrement dit, pour simplifier, dans l'hôpital psychiatrique, il y a des agressions au niveau de la parole, et dans l'hôpital, disons, des maladies physiques, on est confronté à des agressions au niveau de la vue. Et je dirais que les femmes sont plus aptes à gérer les maladies de la vue, ce qui agresse la vue, et les hommes plus aptes à gérer ce qui agresse la parole. Ce qui est paradoxal, puisque j'ai dit par ailleurs que les hommes étaient avant tout des êtres de la vue et les femmes des êtres de la parole. Mais justement, ça ne fonctionne que dans la norme. Mais quand il y a un débordement, quand il y a un excès sur le plan de l'impact visuel ou de l'impact auditif, à ce moment-là, il vaut mieux faire avec des gens qui sont étrangers à ce genre d'impact. Autrement dit, la femme qui vit, enfin, originellement, bien sûr pas, nous parlons là de psychogénéalogie à des niveaux extrêmement éloignés, sur des millénaires, la femme qui est issue, si vous voulez, d'une population de la caverne, population de l'androgyna, il faut monter à la préhistoire, eh bien, cette femme-là, elle ne va pas réagir excessivement au choc visuel, parce que c'est pas son truc. Et l'homme, pour des raisons inverses, ne va pas réagir excessivement au choc auditif, parce que ce n'est pas non plus sa sensibilité particulière. Mais ça n'a évidemment pas été dit dans cette émission, puisque ce rapport entre les sens, que les femmes aient tel et tel sens et les hommes tel et tel autre sens, n'est pas du tout en odeur de sainteté comme discours, même si ça permet au contraire d'approfondir cette question du genre que l'on tend si cavalièrement à nier ou à relativiser. Donc, dans l'hôpital psychiatrique, alors nous avons, c'est encore plus compliqué que ça, parce que dans l'hôpital psychiatrique, nous avons deux catégories. Nous avons les femmes médecins qui pourraient éventuellement ne pas supporter précisément certains excès de langage, certains discours. Et on sait à quel point, notamment dans l'ancienne URSS, on enfermait les gens parce qu'ils avaient tenu des discours. Hein. Et souvent, ce sont des discours qui sont mis en œuvre. Il a dit ceci, elle a dit cela, il prétend ceci, il prétend cela, donc on l'enferme. Et donc on peut imaginer des femmes qui ont une carrière
qui envisage une carrière psychiatrique, ma sœur est même psychiatre, et qui, il faudrait savoir quelles sont les motivations. Est-ce qu'il ne s'agit pas justement de ramener la personne à tenir des discours raisonnables? En revanche, les hommes face à la psychiatrie pourraient avoir un point de vue différent, en disant après tout, bon, cette personne effectivement elle dit des choses de manière un petit peu excessive, elle crie un peu trop, voilà, bon, elle a des rapports conflictuels avec les gens sur le plan de la parole, mais bon, c'est pas très grave, ça ne mérite pas qu'on l'enferme, ou qu'on le traite, ou qu'on le soigne. Donc même la notion de diagnostic peut totalement différer selon qu'on a affaire à un homme ou une femme. Je parle au niveau du médecin traitant. Maintenant, au niveau des patients, il faut également s'interroger et comprendre que, en effet, certains désordres n'ont pas la même signification, la même portée quand ils concernent des hommes ou des femmes. Un désordre de la parole chez la femme, ça la condamne dans le milieu des femmes. Un désordre de l'apparence chez l'homme, chez les hommes, ça la condamne au niveau de sa vie sociale en milieu masculin. Mais en revanche, elles auraient à ce moment-là intérêt, les hommes auraient à ce moment-là intérêt à fréquenter, les hommes qui ont un problème visuel auraient intérêt à aller vers les femmes, et les femmes qui ont un problème auditif à aller vers les hommes. Voyez-vous, il y a tout un arrangement qui pourrait se produire. Et puis je terminerai comme ça, par une réflexion sur la mort, puisque ça a été abordé également dans cette émission, quelque part, la mort comme destin commun. Ça montre bien à quel point, par-delà les différences qui pourraient apparaître du fait de la maladie, du fait de la condition sociale, etc., on a, malgré tout, cet élément unitaire qui est la mort. Et ça n'est pas nié. Et ça montre que, finalement, l'individu se définit par rapport à ce qui arrive à ses congénères. C'est ça que je veux dire surtout. Si nous appartenons à un ensemble X dont les membres ont tel et tel mode de fonctionnement, eh bien, ça nous concerne, nous, en tant qu'individus, parce que ça détermine notre futur, en quelque sorte, ce qui nous attend. Et ça, il ne faudrait quand même pas l'oublier. C'est pour dire qu'il faut relativiser les problématiques individuelles, que ce soit du fait de la maladie, ou que ce soit du fait que la personne n'affirme pas, n'assume pas son identité, c'est-à-dire ce en quoi elle est identique à un ensemble, et à partir de ce moment-là, il y a des déviations, il y a des déviances. La mort est par excellence, mais c'est un cas extrême, presque caricatural, la preuve que nous ne connaissons notre avenir que par les autres. Nous ne vivons pas la mort, nous ne vivons que la mort des autres, et quand nous naissons, nous vivons surtout la mort des gens plus âgés que nous. Donc ça montre bien que les gens plus âgés que nous nous informent sur notre sort, notre devenir. Ce qui renvoie à une discussion que j'avais évoquée dans une précédente vidéo sur les rapports entre l'oncle et ses neveux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et je disais que finalement, les neveux ont intérêt à connaître l'oncle, puisque l'oncle, il incarne leur avenir. Il incarne quelque part des potentialités qui sont celles de la famille, de la généalogie, de la lignée, et par conséquent, ça les informe. Inversement, ça n'a pas tout à fait la même signification. Que l'adulte s'intéresse à l'enfant, l'enfant ne représente pas l'avenir de l'adulte, alors que l'adulte représente l'avenir de l'enfant.